Solène Niederkorn vous propose les hors-séries de Vinscale. Mes discussions au France Digital Day. Antoine Verret, partenaire chez Briga. Sur la partie sélection, donc on a construit un comité ESG chez Briga qui est composé de 6 personnes aujourd'hui et qui, après 3 meetings, donc quand on commence à avancer dans le processus d'investissement, va noter chaque startup sur plusieurs critères. Et donc du coup, en fonction du score de durabilité, d'impact environnemental, social et de gouvernance, on va pouvoir décider ou non de poursuivre l'investissement dans une startup. Ça nous est déjà arrivé d'arrêter une due diligence et de ne pas investir dans une startup puisqu'on pensait qu'elle était néfaste sur un de ces 3 critères, ou en tout cas que, au vu de ces 3 critères, l'impact sur le monde n'était pas forcément ce qu'on attendait. C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai accepté l'invitation de France Digital à venir profiter du studio d'enregistrement éphémère qui a été créé à l'occasion de France Digital Day Paris. Je vous partage dans ce hors-série certaines discussions que j'ai pu avoir. Ce sont en fait 3 entretiens courts qui vont vous permettre de plonger dans des sujets liés à l'ESG, à l'impact, mais aussi aux affaires publiques, dans le domaine de l'investissement et dans les paiements. J'ai reçu 3 intervenants de chez Briga, d'Impact Partners et de FinTecture. Je vous souhaite une bonne écoute, mais je vous invite aussi à noter le podcast sur Apple Podcasts et Spotify. N'oubliez pas! Bonjour à tous, bonjour Antoine. Bonjour. Merci de me rejoindre dans le studio qui a été mis à disposition par France Digital pour le France Digital Day, pour un enregistrement où on va parler tranquillement de ce que vous faites chez Briga et pas mal d'investissements de durabilité et d'investissements d'impact investing. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter rapidement à l'audience ? Oui, donc je suis partenaire chez Briga. On est un fonds de pré-seed, seed et série A qui investit dans toute l'Europe. Et donc j'ai rejoint le fonds il y a 5 ans maintenant. Je travaille majoritairement sur l'Europe de l'Ouest, sur des fonds pré-seed et seed. Et donc je suis rentré associé il y a 5 ans et je suis partenaire aujourd'hui dans l'équipe d'investissement. Et les objectifs de Briga, c'est d'aller backer les meilleurs entrepreneurs tout au long de la durée de vie des startups et donc de les trouver très tôt. Donc on cherche des gens qui sont très ambitieux, qui ont vocation à résoudre de vrais problèmes et qui ont les capacités à aller construire des boîtes très grosses. Et donc on fait ça en pré-seed, seed et série A dans toute l'Europe. D'accord. Est-ce que tu pourrais préciser la stratégie d'investissement plus précisément et nous expliquer comment elle a évolué au fil des années ? Parce que ça fait quand même quelques années que tu as rejoint Briga. Il y a certainement de nouvelles verticales qui se sont rajoutées dans les investissements que vous faites maintenant. Donc voilà, nous faire une petite rétrospective a posteriori. Oui, bien sûr. Donc Briga, c'est un fonds qui est assez jeune, qui a commencé en 2015. On gérait 45 millions à l'époque. Et depuis, on a pas mal grossi. On a aujourd'hui un peu plus de 600 millions d'euros sous gestion. Et on s'est étendu depuis la France et le Pré-Seed, qui était notre cœur de métier historique, vers le reste de l'Europe, avec l'ouverture du bureau à Londres il y a 5 ans, l'ouverture d'un bureau à Barcelone l'année dernière, et l'ouverture de fonds en série A également. Donc on était un acteur franco-français, aujourd'hui on se voit comme un acteur européen. D'ailleurs, 40% de notre portefeuille seulement est en France, 60% se trouve à l'étranger. Et on s'est un peu colorisé sur la stratégie d'investissement, notamment en série A, avec un fonds qui est dédié à de la fintech et de l'insurtech avant tout. Et en pré-seed, on est acteur généraliste, donc on peut faire des marketplaces comme des SaaS, de la deep tech, de l'investissement impact bien évidemment. Donc c'est vraiment très large. Dans les différents investissements que vous avez faits, dans ceux qui sont notables, des grosses participations, est-ce que tu peux en citer certains, notamment fintech, insurtech ? Oui, bien sûr. En fintech, insurtech, on est investisseur chez Moneybox au UK, qui est une app de personal finance qui a vocation à démocratiser l'accès à l'investissement financier à n'importe qui. Donc c'est une start-up qu'on a rejoint il y a 3 ans maintenant et qui permet à tout un chacun de connecter son compte bancaire, de mettre en place des règles qui permettent de mettre de côté tous les mois une dizaine, une centaine ou bien un millier de pounds de côté, puisque c'est une start-up britannique, tous les mois. Et donc qui permettent à ces gens-là d'économiser pour réaliser leur projet dans le futur. Et donc c'est une boîte qui marche très bien. Aujourd'hui, ils gèrent plusieurs milliards de pounds. Et je pense que c'est également une boîte qui joue un vrai rôle d'inclusion financière au UK aujourd'hui et on l'espère dans le futur sur d'autres géographies. Ouais, t'en as d'autres comme ça à mentionner ? Ouais, alors on est premier investisseur chez Exotech, c'est pas de la fintech, c'est plus de la deep tech, ils font de la robotique. On les a rejoints en 2017, à l'époque ils avaient un proto qui était
à peine fonctionnels. Donc ils construisent des robots qui permettent aux retailers d'automatiser la préparation de commandes, notamment pour l'e-commerce. Et donc c'est une boîte qui a une trajectoire qui est formidable. Aujourd'hui, ils sont valorisés plusieurs milliards d'euros. Et on a suivi leur aventure et on a réinvesti à leur côté sur tous les tours de financement depuis 2017. Voilà, si on parle d'un autre type de comptabilité, notamment de la comptabilité carbone, on est également investisseur chez Carbon Maps, qui est une société beaucoup plus jeune qu'on a backée en début d'année. Et Carbon Maps, ce sont des spécialistes du calcul d'ACV, donc analyse du cycle de vie, pour les produits dans la food. Et donc, ils ont vocation à donner de la transparence aux consommateurs et aux retailers, et d'ailleurs à toute la chaîne de valeur, sur l'impact carbone des produits qui sont vendus et qui sont sur étagère et donc qui sont consommés in fine par les consommateurs. Et donc, c'est un autre type de comptabilité, un peu différente, même si je pense qu'à un moment ou à un autre, ça va merger avec la comptabilité financière qu'on connaît historiquement. Et c'est une start-up dont on est hyper fiers également. Et c'est une histoire un peu de famille avec Briga, puisque Patrick, qui est le CEO, était anciennement cofondateur de Food Cherry, qu'on a backé sur son premier tour, qui a été revendu à Edenred il y a quelques années. Et donc il relance une start-up et il nous fait l'honneur de pouvoir participer à cette nouvelle aventure. Super, alors je t'avais dit en intro que j'avais envie qu'on parle de durabilité et d'inclusivité. J'ai fait un épisode très intéressant avec Rachel Delacour, que tu connais probablement, qui est une grande entrepreneure, et pour parler de Sweep. Et le constat qu'elle faisait, c'est que voilà, toutes les entreprises devaient vraiment accélérer sur la mise en place d'outils de business intelligence pour leur donner vraiment une transparence sur leurs données, sur toute leur chaîne de valeur, pour réajuster leur business model, revoir leur stratégie pour que ce soit beaucoup plus neutre d'un point de vue carbone. Alors, est-ce que tu pourrais revenir sur les sélections que vous faites des boîtes du portefeuille et nous expliquer vraiment de façon très honnête, je vous ai demandé, si vous n'êtes pas mûr, c'est pas grave, mais en tout cas nous expliquer, nous donner de la clarté sur les éléments spécifiquement liés à la durabilité de ces entreprises, à l'inclusivité, sachant qu'on est d'accord que tout ce qui concerne le CID, le précip, c'est assez compliqué d'intégrer ça dès le départ, mais quand il y a des follow-on, voilà, quand les sociétés commencent à mûrir, comment est-ce que vous pouvez éventuellement les accompagner ? Donc d'une part la sélection et d'autre part l'accompagnement. Oui, c'est une bonne question. Sur la partie sélection, donc on a construit un comité ESG chez Briga, qui est composé de 6 personnes aujourd'hui et qui, après 3 meetings, donc quand on commence à avancer dans le process d'investissement, va noter chaque start-up sur plusieurs critères. Et donc du coup, en fonction du score de durabilité, d'impact environnemental, social et de gouvernance, on va pouvoir décider ou non de poursuivre l'investissement dans une start-up. Ça nous est déjà arrivé d'arrêter une due diligence et de ne pas investir dans une start-up puisqu'on pensait qu'elle était néfaste sur un de ces 3 critères, ou en tout cas que, au vu de ces 3 critères, l'impact sur le monde n'était pas forcément ce qu'on attendait. Donc ça, c'est dans le process d'investissement. Chaque personne qui compose ce comité note de manière indépendante chaque start-up. On calcule une moyenne. Donc en plus du comité d'investissement, c'est a posteriori, juste avant de procéder à l'invest. Alors c'est après qu'on ait réalisé notre comité d'investissement interne, mais c'est avant qu'on le présente à nos LP, au comité d'investissement consultatif, qui valide ou invalide. D'ailleurs c'est consultatif, donc c'est le LPA, ils émettent un avis sur l'investissement. Et donc à ce moment-là, il nous est déjà arrivé de bloquer les investissements au sein de l'équipe ESG, et donc c'est pas un pouvoir de consultation, on a vraiment un pouvoir de décision sur les investissements qui sont faits par le fonds. Et qui compose ce comité ? Alors on est 6 personnes aujourd'hui, on essaie d'être le plus représentatif possible des différents métiers du fonds, des genres, et donc aujourd'hui on est 4 femmes et 2 hommes qui représentent les équipes d'investissement, les équipes de back-office, les équipes opérationnelles qui accompagnent nos entrepreneurs au jour le jour. Et donc ça permet d'avoir, je pense, un regard assez éclairé et des opinions assez diverses sur les deals qu'on back. Et d'ailleurs, ça amène souvent beaucoup de discussions en fonction des sujets. Donc ça, c'est au moment de la sélection, de l'invest. Les années passent, les boîtes se développent. Certaines pratiques peuvent ne pas être mises en place par certaines boîtes du portefeuille et nuire quelque part la réputation du fonds. Pourquoi pas ? Enfin, Et même à leur performance, je pense que... Nous, on a fait une étude sur la base du portefeuille Briga. Aujourd'hui, c'est 110 startups, donc l'échantillon statistique n'est pas si gros que ça. Mais ce qu'on a vu et ce qu'on a réussi à montrer avec des chiffres, c'est que les boîtes qui présentaient plus de diversité, notamment d'un point de vue social, performaient mieux que les boîtes qui n'en avaient pas. Donc je pense que c'est une réalité aujourd'hui que personne ne peut ignorer.
Et donc ce qu'on fait d'un point de vue accompagnement par la suite, donc aujourd'hui on prend l'engagement avec nos entrepreneurs, et d'ailleurs c'est dans nos term sheets au moment où ils rentrent dans le portefeuille, d'organiser au moins 2 boards par an sur lesquels on va parler de ces sujets-là. Donc nous on a une roadmap avec des guidelines et ils nous montrent leur avancement par rapport à cette roadmap. On les enjoint et maintenant on leur demande même de faire un bilan carbone. Donc ça on le fait pas lors du premier investissement, mais on le fait quand on réinvestit. C'est sous condition. On pense que c'est important. Et ensuite, on organise avec des partenaires beaucoup d'événements d'éducation autour de ces sujets-là, que ce soit sur les sujets de diversité, comme je le disais, les sujets d'impact environnemental, puisque notre activité en tant que fonds, nous on réfléchit beaucoup, je pense, chez Briga, à la manière de réduire un maximum notre impact en tant qu'entreprise, mais la majorité de notre impact vient en fait de l'argent qu'on investit, de ce que vont faire les startups. Et donc on pense que c'est hyper important de les accompagner sur ces sujets-là tout au long de notre aventure commune. D'accord. Ça vous est déjà arrivé d'arrêter d'investir dans une boîte parce que ça ne fonctionnait plus tout à fait selon vos règles et selon vos standards ? Alors pas aujourd'hui, notamment parce que c'est quelque chose de très nouveau qu'on a décidé de mettre en place cette année et qui va commencer l'année prochaine. On pourra en reparler l'année prochaine. Super intéressant. Alors, ça, c'est les boîtes du portefeuille. Ouais. Alors après, est-ce que les cordonniers sont les plus mal chaussés ? Comment ça se passe chez vous en interne ? C'est un sujet que j'avais abordé avec, par exemple, je t'en parlais tout à l'heure, avec le managing partner de Creandum, sur les sujets de diversité au sein des fonds, d'une manière générale, des fonds de VC en particulier. Comment, chez Briga, vous essayez de mettre ça en place ? Est-ce que vous êtes mature sur le sujet ? Est-ce que vous avez mis en place une charte ESG pour vous, qui touche vos équipes? Comment est-ce que vous organisez tout ça en interne? Oui, c'est une bonne question. Si on parle, on parlera peut-être de l'équipe après, qui est un très gros sujet dont tout le monde parle en ce moment. Mais si on parle peut-être déjà de ce qu'on fait chez Briga, donc comme je le disais, on passe beaucoup de temps à réfléchir à comment on investit notre argent et où on l'investit, comment on fait en sorte que les boîtes dans lesquelles on investit prennent en compte un maximum ces sujets d'impact et de diversité. Mais nous, à notre niveau, on essaie de construire les équipes qui sont les plus mixtes possibles. Aujourd'hui, on n'est pas encore exactement à la parité, mais on n'en est pas très loin. Les équipes d'invest aussi ou pas? Ou c'est cross? Il faudrait que je fasse le calcul, mais c'est les équipes d'invest aussi et les équipes d'invest avant tout, puisqu'on est assez convaincu que le problème et la sous-représentativité des femmes dans l'entrepreneuriat aujourd'hui vient notamment du fait que ça manque de rôle modèle dans la tech. Donc je pense que on a un vrai rôle à jouer chez Briga dans les équipes d'investissement, et d'ailleurs tous les fonds ont un rôle à jouer en promouvant des femmes partenaires qui vont donner envie à des femmes entrepreneurs de prendre des hauts postes dans la tech. Vaste sujet que j'avais évoqué avec Tatiana Jama, oui, pour parler de Sister Fund. Oui. Et ensuite, nous, ce qu'on fait concrètement chez Briga, donc, on a une politique d'achat et de transport qu'on veut la moins impactante possible. Donc, tout déplacement qui peut se faire en 3 heures de train ou inférieur à 3 heures doit être fait en train plutôt qu'en avion. On achète du matériel reconditionné, etc. On essaye de former nos équipes également en interne à tout un tas de problématiques, donc notamment avec des formations à la fresque du climat sur l'impact, des formations à la diversité qu'on fait d'ailleurs en partenariat avec Sista, à qui on passe un petit coucou. Et on donne également une partie de la performance financière de Briga à les associations. Donc on fait ça, on donne 2% de notre net profit à des assos tous les ans. Donc l'année dernière, ça a été notamment à Médecins sans frontières pour la crise en Ukraine. Et on donne également 5% de nos gains en caride à des associations, et notamment l'Institut du cerveau l'année dernière, qui travaille beaucoup sur notamment la maladie Charcot en ce moment. Et donc ça peut représenter des sommes importantes, puisque l'année dernière, je pense qu'on a donné plusieurs centaines de milliers d'euros à ces associations. Ok, parfait. Alors encore 2 questions que j'avais envie d'aborder avec toi. La première, c'est que vous avez lancé un fonds article 8+, sachant que les précédents fonds, c'était des articles 6. Donc je voulais savoir vraiment d'un point de vue pratique, ce que ça vous rajoutait comme contrainte en termes d'investissement, en termes, d'une manière plutôt macro. Oui. L'engagement qu'on a pris en devenant article 8+, c'est de déployer au moins 80% de notre capital dans des startups qui sont positives pour la société, pour l'environnement ou sur des sujets sociaux. Donc pas neutre ou négative. Exactement. Ouais. Ce qui ne laisse que 20% pour les startups qui sont neutres, et on ne fait plus d'investissement dans les startups qui nous semblent négatives sur ces sujets-là depuis 2 ans maintenant. Donc je pense que c'est une belle marche en avant. Néanmoins, ça montre aussi, je pense, qu'il faut être réaliste et qu'il faut être aligné avec les volontés des gens qui nous donnent de l'argent, puisque le métier d'investisseur, c'est de lever des fonds d'un côté et de les déployer de l'autre. Et aujourd'hui, on n'est pas encore labellisé neuf,
n'a pas de fonds à impact à proprement parler, qui sont ces fameux fonds qui vont investir exclusivement dans des projets qui sont positifs, notamment parce que les LP qui nous donnent de l'argent, le fonds pour de la performance financière, le fonds pour faire de la veille concurrentielle, le fonds pour revivre le frisson de l'entrepreneuriat pour les entrepreneurs qui nous rejoignent et qui ont exité leur boîte précédemment, même si tous ces gens-là nous poussent énormément, et on le voit dans nos comités d'investissement, à investir dans des boîtes qui sont positives pour l'environnement. Et donc je pense qu'il y a un espèce d'alignement des planètes avec une volonté de nos investisseurs d'aller vers des investissements verts à impact, une volonté de notre équipe bien évidemment qui fait avancer ces choses-là. Et donc je ne veux pas spoiler les prochaines annonces de Briga, mais je pense qu'il y a des chances qu'on lance un fonds impact à un moment, on verra quand, certainement dans les prochaines années, pour essayer de continuer à aligner ces volontés et ce constat que tout le monde fait, que ce soit les gouvernements, les corporates ou les gens, avec notre stratégie d'investissement. Merci beaucoup pour ta transparence. Dernière question, Antoine. J'ai vu que vous faisiez certains investissements en Afrique. J'étais juste intéressée de savoir comment vous rencontriez ces opportunités d'invest. Comment vous aviez accès à ce deal flow particulièrement. Est-ce que vous avez des équipes là-bas? Est-ce que vous avez des contacts historiques? Ouais. Donc historiquement, on a toujours eu des dossiers africains qui nous arrivaient de manière organique via notre réseau chez Briga, parce qu'il y a des diasporas africaines qui sont très représentées en France, parce que les fonds disponibles pour les entrepreneurs ne sont pas aussi importants bien évidemment en Afrique, et parce que Ben, qui est notre CEO, a lancé une boîte en Afrique historiquement et s'investit beaucoup dans l'écosystème africain. Néanmoins, je pense que c'est pas suffisant, et donc on s'en est rendu compte et on a décidé en effet d'embaucher du monde sur place. Et donc aujourd'hui, on a 3 personnes en Afrique. Sur place, c'est-à-dire dans quel pays? On a donc Melvin, qui est anciennement cofondateur de GoOne, qui est une grosse tech, qui est une licorne d'ailleurs aujourd'hui en Afrique du Sud, qui est basée à Cape Town. Et on a Tozin, qui nous a rejoint plus récemment, qui est basée à Lagos, donc au Nigeria, et qui, elle, a travaillé historiquement dans le financement des PME et des startups dans les organismes étatiques, et qui a ensuite été Managing Director et CEO d'Endeavor, qui est un gros réseau philanthropique d'accompagnement et de support des entrepreneurs dans des régions comme l'Afrique. Parfait, merci beaucoup. Je vais te laisser. Merci d'être passé dans le studio et profite bien de ta journée France Digital Day. Merci Solène, merci pour l'invitation. Salut. Salut. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine!